Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 181e briefing avec aujourd'hui ça, au grand complet, même si nous ne sommes pas tous dans la même salle, j'ai le plaisir d'avoir Arnaud comme toujours qui va nous éclairer de ses lumières qui sont de plus en plus brillantes, presque autant que celles du sapin derrière moi. Le directeur Chinsky, Qui ne sent pas le sapin? voilà, qui ne pas le sapin, et nous avons la chance d'avoir Igor qui est en direct de Paris. Alors, on va avoir aujourd'hui commencer un petit peu différemment, puisqu'il y a quand même un événement saillant qui est la séance de questions-réponses du président Poutine. Donc, Arnaud va nous en parler. Igor apportera peut-être quelques précisions de son point de vue, et puis ensuite, on reprendra le fil classique de ces briefings. C'est-à-dire, Arnaud nous parlera de la politique et de l'économie, et Igor nous donnera un éclairage plus diplomatique et mondial, et militaire éventuellement. Voilà, Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui alors? Nous avons dit saillant, Arnaud. Ce n'est pas le saillant de Bakhmout, en l'occurrence. Euh, euh, comme prévu, Vladimir Poutine s'est exprimé aujourd'hui assez longuement, 4h29, dans un format inédit, puisque pour la première fois était fusionnée sa conférence de presse annuelle, ce qu'il appelle la grande conférence de presse, et la ligne directe, qui l'occasion de questions de la part de citoyens du pays. Donc un format mixte, les mauvaises langues diraient hybride, euh, dont je retiens 8 points. Alors c'est très arbitraire, encore une fois, ça a été très long. Il y a des sujets à l'évidence importants, d'autres un petit peu moins. Ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que c'est la première grande intervention préélectorale du candidat Poutine. C'est ça aussi le sens de l'exercice d'aujourd'hui, entre autres, certes, mais quand même, c'est au cœur évidemment de ses préoccupations. Alors, de quoi a parlé Poutine? Qu'est-ce qu'il faut retenir à ce stade de cette conférence de presse, de cette ligne directe, étant entendu que les choses vont se décanter un petit peu et qu'il y aura des réactions en Russie et à l'étranger? D'abord, le propos liminaire avec l'accent mis sans surprise sur la souveraineté de la Russie. C'est avec ça que Vladimir Poutine a commencé son intervention et il a décliné la nécessaire souveraineté de la Russie en souveraineté économique, militaire, etc., etc. Ce n'est évidemment pas surprenant puisque ce concept, cet objectif constitue je dirais, le fil conducteur de la politique russe bien avant le 24 février 2022. Mais c'est suffisamment important pour qu'il revienne là-dessus dès le début de son intervention. Ensuite, Vladimir Poutine, dans son propos liminaire, a fait état des bons chiffres de l'économie russe, hein, sur lesquels on revient ici assez régulièrement. Alors il a un peu surpris avec le chiffre de la croissance. On était plutôt, nous, sur une trajectoire de 3%, mais il a très officiellement dit que à la fin de l'année, c'est-à-dire quelques jours, la croissance devrait s'établir aux environs de 3,5. Donc on verra. Mais en tout cas, évidemment, il met ça en avant, je dirais, le bilan du président Poutine. Il a évoqué en revanche une inflation plus élevée que prévu, autour de 7,5. Et il a parlé également de l'espérance de vie, la plus élevée jamais enregistrée selon lui, 74 ans. Donc ça, c'est le propos liminaire. Le bilan économique, dont à l'évidence il est content, et la nécessité d'œuvrer en faveur de la souveraineté de la Russie. Et puis, il a ensuite répondu à des dizaines de questions sur très nombreux sujets de politique intérieure, de politique extérieure, des sujets parfois anecdotiques, mais c'est l'exercice qui veut ça, hein. Le tsar a, par exemple, décidé ou répondu à un appel d'enfants de Crimée pour rénover un gymnase, par exemple. Mais il a aussi parlé de choses très importantes, et notamment de ce qu'on appelle en Russie l'opération militaire spéciale. Il est revenu à nombreuses reprises là-dessus. Il a fait parler également les fameux correspondants militaires qui, à plusieurs reprises, ont eu la parole. Euh, Qu'en retenir que, selon lui, les objectifs sont inchangés. Dénazification, démilitarisation, neutralité.
Avec Igor, nous avons très souvent analysé les objectifs diplomatiques politiques de la Russie en Ukraine. On s'était interrogé sur d'éventuelles évolutions. On l'a fait mardi lors d'une conférence débat ici. Quels étaient les objectifs de la Russie? Eh bien, aujourd'hui, Vladimir Poutine, très officiellement, remet finalement sur la table les objectifs du 22 février. Autre chose qui n'est pas anodine, c'est qu'il qualifie Odessa de ville russe. Ça aussi, je pense que dans la compréhension des objectifs de Vladimir Poutine, de la direction politique et militaire russe, évidemment, c'est un signal important. Alors, il a été interrogé sur l'éventualité d'une deuxième vague de mobilisation. Sans surprise, là encore, il a répété qu'il n'en était pas question, que ce n'était pas d'actualité, tout en rendant hommage aux mobilisés qui, selon lui, se battent très bien. Il a donné un nouveau chiffre s'agissant des contractuels recrutés par le ministère de la Défense. Il a indiqué le chiffre de 486 000 personnes qui se sont enrôlées dans les rangs du ministère de la Défense depuis le début de l'année. Selon lui, 1500 personnes par jour font cette démarche. Euh, pour ce qui est euh, alors, des autres points importants de l'intervention de Poutine s'agissant de l'Ukraine et de l'intervention, il a parlé des Européens. Ça aussi, bon, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein, mais il est revenu sur ce qui s'était passé en 2014, en tout cas du point de vue russe. Il a insisté sur le fait que les Européens n'avaient pas tenu parole finalement, que les Occidentaux n'ont jamais joué le jeu en Ukraine finalement. Ce que reproche Poutine, c'est que même quand euh, euh, les alternances se produisaient de façon démocratique et bénéficiaient à la Russie, il parlait d'Yanukovych, eh bien l'Occident n'acceptait pas cette situation et cherchait à renverser la donne géopolitique par d'autres moyens. Donc une charge très lourde contre les Européens, contre le rallignement supposé sur les États-Unis. Alors il a de façon assez étonnante, fait une comparaison avec De Gaulle et Pétain. Donc aujourd'hui, le propos c'était de dire il y a peu de De Gaulle euh, en Europe, c'est-à-dire de gens attachés à la souveraineté, il y a plus de Pétain, en d'autres termes, des gens soumis ou vassalisés, sous-entendu aux États-Unis. Donc là aussi, un dégagement sans grande surprise, mais qui a été réaffirmé de façon assez détaillée. Euh, À l'inverse, Poutine a souligné l'excellence de sa relation avec les Turcs, un sujet que Igor évoque très régulièrement lors de nos briefings. D'ailleurs, c'est un journaliste turc qui a passé la parole. C'est le premier journaliste étranger à pouvoir poser une question à Vladimir Poutine. Ça a été l'occasion de revenir sur Gaza, sur le rôle de l'ONU. Et Vladimir Poutine a réitéré la position russe qui est celle de deux États. Et il a relevé que le blocage de l'ONU finalement n'était pas très nouveau, hein. C'était déjà le cas à l'époque de la guerre froide. Autre sujet qui, à l'évidence, tient à cœur le président russe, les JO. Là encore, sans surprise, il s'est ému de ce qu'il considère comme la politisation du sport. Il a été interrogé sur l'éventuel deux poids, deux mesures entre les athlètes israéliens et russes. Les athlètes israéliens, jusqu'à présent, ne font pas l'objet de mesures restrictives. Il en a pris note, mais il a bien insisté sur le fait qu'il n'était pas question de demander des sanctions contre les sportifs israéliens, mais au contraire de faire en sorte que celles frappant les athlètes russes soient levées. J'ai parlé du début de campagne électorale et ce qui évidemment, intéresse l'auditeur, le spectateur et l'électeur russe, ce sont les questions sociales. Et il faut relever que Vladimir Poutine n'a pas esquivé. Ont été mis sur la table les questions d'actualité, dont on voit qu'elles sont
importantes pour les citoyens. On a parlé des œufs, par exemple, du prix des œufs. C'est un sujet ces dernières semaines. Il a blâmé légèrement, mais quand même, le ministère de l'Agriculture. Autre question récurrente, celle des charges de logement et de l'indexation des retraites. Voilà, donc il a pris le temps de rappeler, par exemple, que les retraites avaient été indexées 3 fois ces 18 derniers mois et que, à l'inverse, l'eau, le téléphone, enfin, les charges communales, c'est comme ça qu'on l'appelle en Russie, n'avaient pas été augmentées. Il est revenu ensuite sur les questions de politique étrangère, hein. Il a été interrogé sur les relations russo-américaines et sur le sort du journaliste du Wall Street Journal, Gershkovich, par une de ses collègues. Et bon, il a souligné que il devrait y avoir réciprocité, en tout cas qu'il a confirmé qu'une négociation était en cours, mais je n'ai pas perçu dans ses propos, je veux dire, un élan de très grande bonne volonté sur ce dossier-là. On sent qu'on est dans une négociation très dure entre Russes et Américains. Sachez que peu de correspondants étrangers ont pu prendre la parole. J'ai parlé du Turc, il y a eu correspondante américaine, un Chinois et un Français. Le correspondant de LCI qui a interrogé le président Poutine sur la relation avec la France, sur une éventuelle reprise du dialogue avec Emmanuel Macron. Et sur ce sujet, Vladimir Poutine a dit que, bon, il avait eu un dialogue très suivi avec son homologue français, que celui-ci, à un moment donné, avait préféré l'interrompre et qu'il était ouvert si jamais, je cite, il y avait un intérêt du côté français. Euh, euh, et enfin, le dernier point, et un autre sujet important qu'on a traité ici, c'est la question de l'avortement, qui a été abordé par une journaliste lors de la conférence de presse, journaliste d'une chaîne d'État, journaliste assez connue, et qui a exposé sa situation, qui lui a demandé finalement ce qu'il pensait de cette question et quelles seraient les décisions de l'État russe après les prises de parole des uns et des autres, et notamment du patriarche, euh, qui s'est exprimé sur le sujet. Et on a senti Vladimir Poutine, non pas gêné, mais essayant de concilier deux impératifs. D'une part, il y a une préoccupation démographique qui est réelle. Il y a par ailleurs une mouvance conservatrice qui est puissante. Alors ça ne date pas d'hier, mais le vent en poupe. Et par ailleurs, et on l'a bien senti, donc les valeurs traditionnelles, l'impératif démographique, mais il y a aussi euh, l'électorat féminin et les femmes de Russie. Et il a fait un parallèle entre les initiatives de Gorbatchev sur l'interdiction de l'alcool dans les années 80. Il a dit qu'il ne fallait pas répéter ces erreurs, que les conséquences malheureuses de telles décisions étaient trop importantes. Donc, il n'a pas vraiment tranché. Enfin, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y aura pas de loi interdisant l'avortement en Russie, mais on ne sent pas non plus une volonté de faire barrage à cette déferlante conservatrice qui aboutit, par exemple, aujourd'hui à une quasi-interdiction dans beaucoup de régions de Russie déjà de l'avortement dans les cliniques privées. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'on peut retenir à ce stade de la conférence de presse, un exercice encore une fois très long, certes, que certains décrivent comme ennuyeux. Ce n'était pas inintéressant, encore une fois, parce que c'est très organisé, hein. Donc, quels sujets viennent sur la table, à quel moment, comment ils sont euh, amenés dans le débat, qui prend la parole, à qui on accorde la parole, tout ça est intéressant et je pense que le tour d'horizon du président, qui aujourd'hui est véritablement entré en campagne, mérite d'être regardé avec attention. Ça donne vraiment une très bonne indication de ce que pense le président russe sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Igor, est-ce que tu as eu est-ce que tu as deux ou trois choses que tu as vues en plus ou différemment? Merci Gilles. J'avais relevé des points que Arnaud a déjà donnés, donc je ne vais pas vraiment revenir dessus, mais c'est vrai que sur la souveraineté, c'est le point d'entrée de son intervention, c'est le prisme à travers lequel
Il regarde son pays à travers, aussi bien pour les affaires domestiques que pour la politique étrangère, et c'est également à travers ce prisme de la souveraineté que il jauge les partenaires de la Russie et ses interlocuteurs. Et donc évidemment, à ce titre-là, enfin à ce compte-là, le constat sur l'Europe est sans concession. Il l'a redit, selon lui, les pays européens ont perdu leur souveraineté, hein, ce sont ces mots, et prennent des décisions qui, selon le président russe, sont contraires aux intérêts des pays européens. Et il a fait un petit dégagement sur le cas de la Slovaquie et de la Hongrie. Évidemment, c'est pas un hasard, en expliquant que messieurs Fico et Orban, donc respectivement chef de gouvernement slovaque nouvellement élu, et monsieur Orban qu'on ne présente plus, hein, ne sont pas pro-russes, selon Vladimir Poutine, ils sont tout simplement pour leurs intérêts. Ils sont nationalistes. Et qu'il ne faut donc pas agréger, selon lui, les deux. Euh, il a quand même précisé, si on en vient sur, sur la question de l'opération spéciale, qu'à ce jour, selon lui, il n'y avait pas de besoin pour une deuxième vague de mobilisation. On relèvera bien le terme à ce jour. Il a ensuite donné les chiffres qui ont été évoqués par Arnaud, un peu plus de 600 000 hommes qui sont déployés dans la zone de l'opération spéciale. Je relève au passage que c'est à peu près le chiffre officiel qui a été communiqué cette semaine concernant les forces ukrainiennes déployées le long de ce qu'on appelle la ligne de contact. On est à peu près à un niveau de, j'allais dire, de parité, ce qu'on avait évoqué avec Arnaud lors des séances précédentes pour expliquer pourquoi finalement sur le front on avait le sentiment que il y avait pas de percée majeure ni d'un côté ni de l'autre. Parce que finalement, on est arrivé un petit peu à un niveau de parité dans les forces qui sont déployées, même si la tendance, comme on l'évoque depuis quelques temps, n'est pas favorable à l'Ukraine en ce qui concerne l'accumulation de forces et la génération de forces. On y reviendra après. Euh, il a expliqué concernant les peuples russes et ukrainiens, une fois de plus, que selon lui, il s'agit d'un seul et même peuple. Et je cite que selon lui, hein, je cite, ce qui se passe est une tragédie immense, similaire à une guerre civile. Fin de citation, on relève l'emploi du mot guerre. Euh, et, euh, et effectivement, l'allusion à Odessa, Odessa-ville russe, j'ai envie de dire à bon entendeur, hein, pour ce qui est éventuellement des objectifs, non pas à quelques mois, mais peut-être à un an, 2 ans, ou peut-être plus, qui sait, en fonction de la tournure que prennent les événements. Voilà. Et cette mention d'Odessa, ville russe, est-ce que c'est pas, ça va pas à l'encontre des espoirs des pacifistes d'un gel du front, mais est-ce que ça veut pas dire que les objectifs restent beaucoup plus forts que ceux qui sont atteints jusqu'ici? Ouais, sur les objectifs, évidemment, comme ça a été dit par Arnaud, il a expliqué qu'ils demeuraient inchangés et qu'ils seront atteints, mais c'est ce que M. Peskov raconte à longueur de point de presse depuis maintenant plus d'un an. Euh, Géopolitiquement, étant donné le point de rupture qui a été passé maintenant, et étant donné les sanctions, et étant donné tout ce qu'on a vu depuis maintenant plus de 20 mois, on comprend que la Russie n'est pas aujourd'hui dans une logique de vouloir ouvrir des négociations. Je pense que tout le monde l'a compris. Elle maintient la porte ouverte dans la posture, c'est la posture de la porte ouverte, hein, c'est la posture vous connaissez nos conditions. Donc en fait, c'est la posture de la capitulation sans condition pour l'Ukraine. Mais en réalité, le scénario maximaliste qu'on a déjà évoqué ici à quelques reprises, me semble-t-il, est celui de l'enclavement de l'Ukraine, hein, c'est-à-dire d'aller jusqu'au Danube, que ça prenne un an et demi, 2 ans, 3 ans. Une fois de plus, tous les ponts ont été quasiment brûlés, on a dépassé tous les points de non-retour sur beaucoup de choses, et par conséquent, partant du principe, là aussi, à tort ou à raison, que le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine, eh bien, l'idée, c'est, à mon avis, de s'emparer de prendre le contrôle de tous les territoires côtiers ukrainiens jusqu'au Danube, et donc de constituer une espèce de nouvelle frontière naturelle, si vous voulez, avec ce fleuve énorme qu'est le Danube. Euh, et là, on revient sur des considérations géopolitiques dont M. Poutine n'est même pas le fondateur, hein, mais ça remonte à il y a très très longtemps. Bon, voilà. Mais les espoirs de paix que tu évoques, Gilles, alors la paix, moi, une fois de plus, j'ai du mal à l'imaginer. Au mieux, c'est une cessation des hostilités, mais en l'état actuel des choses, je ne vois pas comment. On peut espérer peut-être une trêve à Noël, 24 heures, 48 heures, mais bon, c'est très très maigre. Et ensuite, pour l'instant, ces espoirs-là, je vois pas trop par qui ils sont entretenus en réalité. Je crois même qu'en Ukraine, il n'y a pas grand monde qui, en tout cas publiquement, évoque ce type de scénario aujourd'hui. Merci. On va reprendre là, du coup, Arnaud, le fil plus habituel de ça, avec des informations politiques et économiques, qui ne sont peut-être pas liées justement à l'intervention de Poutine, mais
plus profondes. qui ne sont pas liées effectivement à l'exercice d'aujourd'hui, mais qui sont importantes pour certaines d'entre elles en tout cas. Les États-Unis ont adopté le 12 décembre un nouveau train de sanctions contre des personnes physiques et morales de Russie, mais également d'autres pays, Chine, Émirats arabes unis, où Vladimir Poutine était la semaine dernière, Singapour, Turquie, entités accusées de contribuer au contournement de précédentes mesures restrictives. Alors, qui voit-on dans ces listes? En Russie, un certain monsieur Sverdlov qui dirige une compagnie orifère, monsieur Iliev, qui est l'un des plus grands bailleurs commerciaux de la ville de Moscou. Euh, Peut-être plus intéressant, monsieur Tavrin, Ivan, qui est à la tête d'une société spécialisée dans les infrastructures de télécommunications, tour relais par exemple. Que voit-on encore? Des sociétés actives dans le secteur du GNL. Là, c'est dans la continuité des deux précédentes vagues de sanctions. À l'évidence, les États-Unis veulent freiner le développement du gaz naturel liquéfié russe, probablement pour vendre le leur d'ailleurs en Europe en plus grande quantité. On voit que des fabricants de roulements à billes sont visés et des fabricants chinois de semi-conducteurs, puces électroniques. Donc, ce paquet est passé un peu inaperçu, mais il est significatif, je pense. Autre information significative de mon point de vue, 9 régions de Russie enregistrent une très forte hausse des rentrées fiscales liées à l'impôt sur le revenu. Il faut savoir que l'impôt sur le revenu reste en grande partie élevé et reste en grande partie dans les régions. L'impôt sur le revenu des personnes physiques. Eh bien, dans ces 9 régions, les 3 premières, c'est Kourgan, Smolensk et la Tchouvachie, c'est-à-dire des sujets de la fédération où les industries de défense sont très fortement implantées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces régions, il y a beaucoup de gens qui touchent plus d'argent que l'année dernière. Et ça ne s'explique que par les salaires très élevés proposés par les industries de défense qui sont dans ces territoires. Euh, un chiffre sur les voitures chinoises que l'on voit de plus en plus dans les rues de Moscou. À titre tout à fait anecdotique, j'ai pris un taxi hier, pour la première fois, un taxi chinois, enfin une voiture chinoise. Eh bien, 175 000 véhicules de fabrication chinoise seraient invendus aujourd'hui dans les concessions automobiles de Russie. En d'autres termes, il y a eu des importations massives, rapides. Les Chinois ont répondu à une demande, sauf que le relèvement des taux d'intérêt fait que beaucoup de Russes renoncent ou repoussent leur achat de véhicules. Et donc, il y a Pavel qui est en embuscade, D'habitude, tu viens à pied. C'est bien la première fois que tu prends un taxi chinois. à pied et en métro. Mais je n'ai pas encore testé les chaises à porteurs, mais sauf Pelidi, comme disent les Russes. J'en viens donc aux questions de politique intérieure et de société. Je reviens à cette question de l'avortement que j'évoquais tout à l'heure. Un projet de loi a été déposé hier à la Douma d'État qui vise à interdire formellement l'avortement dans les cliniques privées. Pour l'instant, c'est un mouvement un peu, je dirais, spontané, entre guillemets. C'est-à-dire que les régions, pensant que le Kremlin est sur cette ligne-là, donnent des gages, poussent ou créent des incitations dans leur région. Mais là, il y a donc un projet de loi qui vise à établir cette nouvelle règle sur l'ensemble du territoire. On verra si, après l'intervention de Vladimir Poutine, ce projet de loi est mis en veilleuse ou si, au contraire, il avance. Une nouvelle politique significative de mon point de vue, qui est passée un peu inaperçue en Occident, le sociologue et politologue Boris Kagalitsky, qui était incarcéré depuis le mois de juillet pour, je cite, appel au terrorisme, et contre lequel le parquet général avait requis 5 années et demie de prison, a été condamné à 600 000 roubles et libéré dans la salle d'audience, ce qui vaut en réalité, au vu des réalités judiciaires russes actuelles, à ce qui équivaut à un acquittement. Alors Kagalitsky, c'est un sociologue de gauche, certains diraient d'extrême, d'obédience marxiste en tout cas. Vladimir Poutine avait été interpellé sur son cas lors du forum de Valdai et il se dit que le président brésilien Lula l'avait également sensibilisé à sa cause. Euh, euh, un sondage, pour terminer, 54% des parents d'élèves
de Russie, d'après une enquête d'opinion, seraient opposés à la loi récemment votée par la Douma d'État et entérinée hier par le Sénat sur l'interdiction d'utiliser le téléphone portable dans les établissements scolaires en Russie. Ça a été, voilà, c'est une mesure dont on parle beaucoup, dont les familles parlent beaucoup. Et certains considèrent que finalement, euh, d'autres pays, y compris européens, y compris la France, avaient des lois ou des règlements plus stricts que celui en vigueur jusqu'ici en Russie. Donc la Russie s'engage sur cette voie de la restriction de l'usage des téléphones portables à l'école, sauf urgence, évidemment. Et on a vu que des urgences, il y en avait, puisque j'avais évoqué la dernière fois, je crois, la tragédie de Briansk, cette tuerie dans une école, qui n'est pas la première, loin de là. Et là, on voit une forme, entre guillemets, d'américanisation si ce n'est des comportements, en tout cas, de certains phénomènes sociaux dans le pays. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Alors, quelques questions, notamment sur l'avortement. On demande pourquoi l'interdiction de l'avortement seulement dans les cliniques privées. Et également, quelle est l'opinion de la société russe par rapport au droit à l'avortement? Il doit varier en fonction des régions, au Caucase notamment, mais de manière générale. On a, la semaine dernière, enfin, l'Observatoire, qui, vous le savez, tous les lundis publie à destination de ses membres, ces compagnies membres de la Chambre de commerce, un produit intitulé La société russe en chiffres. Et bien, dans sa dernière livraison, nous avions un sondage sur la question. Alors, je dois confesser ne plus me souvenir très précisément des chiffres, mais la proportion, c'est plus des 2 tiers des Russes qui sont opposés à l'interdiction. Alors, c'est en légère baisse par rapport à 2 ou 3 ans, enfin, par rapport au précédent sondage avec la même formulation, mais le rejet d'une éventuelle interdiction est majoritaire, voire massif. Et c'est évidemment quelque chose que les dirigeants russes ne peuvent pas ignorer, quelles que soient les pressions de l'aile conservatrice, de l'Église, etc., etc. Et sur le fait que ce soit les cliniques privées, j'imagine, c'est pour c'est une façon détournée de réduire l'accès et donc. C'est ça, on réduit l'offre, ce qui, sans doute, pensent les initiateurs de telles mesures, va créer une sorte d'embouteillage et aboutira au fait que toutes les femmes qui le souhaitent ne pourront pas avorter. C'est faute de place dans les établissements publics. Et le faire dans les conditions des établissements publics qui ne sont pas réputés pour être toujours particulièrement confortables par rapport au privé, bien sûr. Merci pour tous ces points. Igor, alors on va te laisser la parole pour tout ce qui est diplomatie internationale. Je crois que tu as pas mal de choses également. Oui, merci, Président. Alors, sur le chiffre, je l'ai retrouvé, hein, c'est 65% des Russes qui rejettent cette proposition de loi donc liée à l'interdiction de l'avortement, à comparer ou à la même question qui leur a été posée en 2016, où ils étaient 76% à le rejeter. Donc, on voit un effritement quand même, 11%, c'est pas rien, en 7 ans. Bon. Mais ça reste quand même toujours très, très massif. Alors, je vais commencer par la tournée de Volodymyr Zelensky, enfin la visite de Volodymyr Zelensky à Washington le mardi 12 décembre, puisque le président ukrainien de retour d'Argentine, où il assistait à l'investiture de monsieur de tronçonneuse alias Javier, le président argentin, eh bien, s'est arrêté à Washington où il s'est rendu au Congrès, puis où il s'est rendu à la Maison-Blanche pour s'entretenir avec Joe Biden. Au Congrès, il a été reçu par les élus américains dans une séance à huis clos dans laquelle il s'est adressé donc aux congressmen pour essayer voilà, de débloquer cette situation liée au vote de l'aide militaire à l'Ukraine. Il s'est donc adressé aux démocrates, aux républicains. Il a abordé, pour ce qu'on en sait, hein, quelques sujets comme celui de la corruption, qui reste évidemment un sujet très épineux pour l'Ukraine en premier, mais aussi pour les congressmen qui doivent rendre des comptes à leur électorat et débloquer de l'argent à destination de l'Ukraine. D'après les retours qu'on en a eu de la part d'élus démocrates, cette séance s'est bien passée, elle aurait été productive, mais en tout cas pas suffisamment productive, puisque cet argent n'a pas été débloqué, l'enveloppe n'a pas été votée, et aujourd'hui le Congrès est parti officiellement en congé. Rendez-vous maintenant en 2024 pour rediscuter de tous ces sujets-là, tant et si bien que M. Zelensky est reparti sans avoir été en mesure de convaincre les congressmen donc de voter cette enveloppe. Je rappelle que l'aide à l'Ukraine ne relève pas d'un seul projet de loi, il s'agit d'un projet de loi
de finances qui porte sur une enveloppe globale de un peu plus de 100 milliards de dollars, dont 60 milliards seraient fléchés pour l'Ukraine, le reste allant à la fois à Israël, à Taïwan, mais que, évidemment, ce projet est l'otage, j'allais dire, de lutte entre démocrates et républicains, assez schématiquement, notamment sur la question de la politique migratoire de l'administration Biden et de la sécurité des frontières, qui est liée directement au déblocage de cette aide. Alors, il s'est entretenu, M. Zelensky, avec Joe Biden à la Maison-Blanche. Il est quand même reparti avec le 150, excusez-moi, 53e paquet d'aide militaire pour l'Ukraine d'un montant de 200 millions de dollars, qui porte principalement sur des munitions. En gros, sur la ligne budgétaire 2023, il reste à peu près 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 5 paquets d'aides de 200 millions de dollars, si vous voulez, qui doivent servir, qui seront probablement épuisés courant janvier, en tout cas au rythme auquel sont octroyés ces paquets d'assistance militaire, hein, entre 150, 200, 175 millions de dollars pour les derniers, hein, c'est à peu près la fourchette. Évidemment, fin janvier, il ne restera plus rien sur cette enveloppe-là. Alors, quelle est la stratégie pour l'Ukraine en 2024? D'après le New York Times, militaires américains et ukrainiens élaborent une nouvelle stratégie justement pour l'année qui vient, et qui consisterait finalement pour l'armée ukrainienne à adopter une posture principalement défensive et à s'enterrer, à se casemater et à résister aux assauts russes. L'idée en creux étant, d'après le journal hein, et les sources citées dans le journal, de contraindre la Russie fin 2024, début 2025 à des discussions. Cela dit, le New York Times rapporte la position des officiers ukrainiens qui restent, mine de rien, en faveur d'une posture plus offensive, qui reste toujours favorable à des assauts au sol et à des frappes dans la profondeur, et demande pour cela des missiles longue portée qu'ils n'ont jusqu'à présent pas reçus. Les sources américaines citées par le quotidien américain précisent que, d'après elles, les Ukrainiens ne mesurent pas l'instabilité de l'aide financière américaine et entretiennent des espoirs, en tout cas des attentes parfaitement irréalistes sur l'aide militaire que peut apporter encore l'Occident aujourd'hui. Donc on voit que les choses ne sont évidemment pas évidentes. Alors justement sur l'aide militaire, l'Allemagne l'inspecteur général de la Bundeswehr, le général Carsten Breuer, s'est exprimé cette semaine dans une... Alors, c'est un ancien chef d'état-major de l'armée allemande, hein, donc c'est quelqu'un quand même de très important. S'est exprimé dans un média allemand cette semaine pour expliquer qu'en 2024, l'Allemagne pourrait fournir 200 000 obus à l'Ukraine, sans préciser le calibre, mais selon lui, enfin selon M. Pistorius, ministre de la Défense allemand, l'Allemagne est le deuxième contributeur, plus gros contributeur en volume pour l'aide militaire à l'Ukraine après les États-Unis. Et dans le budget 2024 fédéral allemand, qui lui a été voté, eh bien, il y a 8 milliards d'euros qui ont été sanctuarisés pour l'aide militaire à l'Ukraine et 6 milliards pour l'aide aux réfugiés. Alors, 200 000 obus, pour donner un ordre d'idée, au cours d'un des papiers qu'on peut lire ces derniers jours sur ce qui se passe sur le front, les Ukrainiens affirment que les Russes tirent en gros 5 000 obus par jour. Donc, vous voyez, 200 000 obus, ça fait 40 jours avec des combats d'intensité moyenne. On n'est pas sur le printemps 2022 ni sur des contre-offensives très violentes de cet été. On est sur une moyenne générale. Ça peut très vite monter ensuite à 8 000, 10 000 ou 12 000 obus jour qui sont tirés. Et donc évidemment, la réserve s'épuise d'autant plus. Toujours dans l'aide à l'Ukraine, le FMI qui a octroyé cette semaine une troisième tranche d'aide à l'Ukraine d'un montant de 900 millions de dollars qui est débloqué au titre du mécanisme élargi de crédit, qui est une enveloppe de 15, un peu plus de 15 milliards de dollars qui a été voté en mars dernier. Il y a déjà eu deux tranches, une première de 2 milliards, 2 milliards 7 en avril, et puis 890 millions de dollars cet été, et donc là une troisième de 900 millions de dollars. Ce mécanisme de crédit de 15 milliards, 15,6 milliards, un peu plus de 15 milliards de dollars, s'inscrit dans un programme global du FMI pour l'Ukraine qui est évalué à 122 milliards de dollars. Donc là, on est sur des sommes quand même qui sont évidemment colossales. Si on vient maintenant sur l'Union européenne, il y a une étude assez intéressante qui a été publiée cette semaine par le German Economic Institute que j'ai relevée, qui chiffre le coût de l'accession de l'Ukraine à l'UE. Parce que vous savez qu'en ce moment, il y a des discussions sur finalement est-ce qu'on n'ouvre pas les discussions d'accession de l'Ukraine à l'UE. Aujourd'hui, demain, à Bruxelles, il y a des réunions très importantes à ce sujet. D'après l'étude qui a été publiée par ce German Economic Institute, eh bien, ce coût d'accession s'évaluerait à 17% du budget annuel de l'UE, c'est-à-dire un peu moins de 200 milliards
d'euros. Sur ce 200 milliards d'euros, il y a 90 milliards qui reviendraient directement à l'Ukraine dans le cadre de la politique agricole commune, et entre 70 et 90 milliards. Et il y aurait entre 50 et 70 milliards qui iraient au titre des fonds dits de cohésion de l'Union européenne, ce qui ferait que tous les pays, enfin les 27, deviendraient tous des contributeurs nets, et que l'Ukraine serait le seul bénéficiaire net dans le cadre de cette hypothèse, hein, puisque c'est une hypothèse qui est examinée par cet institut allemand. Évidemment, la question, c'est de savoir de quel territoire on parle, de quelle réalité, j'allais dire, territoriale et géographique. Et surtout, cela supposerait qu'on lève les réticences de la Hongrie, de la Slovaquie et peut-être d'autres pays concernant les discussions d'adhésion dans un horizon qu'on, évidemment, il est très difficile de définir. Alors justement, sur l'Europe orientale, quatre pays d'Europe orientale, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, ont vu leur confédération de fermiers se rassembler et faire cause commune pour s'adresser à leur gouvernement, leur demandant, je cite, de protéger leurs intérêts ainsi que ceux des producteurs agricoles face aux importations en franchise de droit de produits ukrainiens de faible qualité. Fin de citation. Le président de la Chambre agricole tchèque a déclaré que les produits ukrainiens, évidemment, ne répondent à aucune demande de standards européens et donc déferlent dans l'Union européenne à des coûts, effectivement, qui défient toute compétition. Selon les représentants des associations de fermiers, il est nécessaire de soutenir l'Ukraine, hein, je cite leur communiqué, mais pas au prix de la destruction des fermiers et des producteurs alimentaires d'Europe centrale. Fin de citation. Donc on voit que cette histoire de fermiers de céréales, en fait, dont on parle depuis le printemps dernier, continue d'empoisonner les relations entre l'Ukraine et ses voisins d'une manière générale, mais aussi, j'allais dire, jusqu'à Bruxelles, de constituer un vrai sujet. Et c'était pas ce qu'on pouvait penser au départ, peut-être un petit sujet qui allait se régler avec quelques chèques qu'on a distribués ça et là. En réalité, ça prend de l'ampleur. Toujours sur l'Europe orientale, le porte-parole du Parlement slovaque a déclaré hier que l'emploi des bases aériennes de son pays par les futurs F-16 cédés à l'Ukraine constituerait une ligne rouge pour la Russie et conduirait inévitablement à une collision avec Moscou. Mercredi, le chef de la délégation russe à Vienne pour les questions de contrôle d'armement a expliqué que Moscou considérait tout emploi des F-16 par l'Ukraine à partir des bases en Pologne, Roumanie et Slovaquie comme un acte de co-belligérance et ce qui l'obligerait donc à riposter. Et ça, c'est un sujet qu'on a évoqué déjà depuis que l'affaire des F-16 s'est présentée, de savoir à partir d'où on emploiera ces avions, où est-ce qu'on en fera la maintenance. S'ils sont basés en Ukraine, tout le monde comprend bien que leur durée de vie est sensiblement dégradée. Si on les met en Pologne et en Roumanie, on rentre dans une autre dimension. Puisque là, il y a des risques évidemment de riposte de la part de la Russie qui, je pense, ne s'encombrera pas de principe pour riposter. Et en bref, Vladimir Poutine et le Premier ministre Netanyahou se sont entretenus par téléphone le 10 décembre, une conversation qui a duré 50 minutes, dans laquelle le Premier ministre israélien a critiqué fortement la position de la Russie sur Gaza, qu'il qualifie d'anti-israélienne. Il s'en est pris aux relations entre la Russie et l'Iran. M. Poutine, de son côté, a condamné le terrorisme sous toutes ses formes. Et néanmoins a souligné que la population civile ne devait pas payer le prix de la lutte contre les terroristes. Voilà, Gilles, en substance, ce qu'il y avait aujourd'hui à évoquer. Merci. Je crois qu'on va. Alors, les questions ont déjà été pratiquement toutes abordées par l'un ou par l'autre. Si on finit sur ça, tu parlais du mot terroriste, il y a quand même un auditeur inquiet, probablement résident ici, qui nous dit Ukraine, faut-il s'attendre à des attentats durant les élections russes de mars prochain? Alors, On peut s'attendre à tout, hein, comme disent nos amis belges, neige en novembre, Noël en décembre. les attentats, je ne sais pas. En tout cas, des actions d'éclat, oui, certainement. Les Ukrainiens, très régulièrement, que ce soit en octobre 2022, l'attaque contre le pont de Crimée, etc., etc. En tout cas, s'ils en ont les moyens, on peut penser qu'ils chercheront à faire des actions d'éclat. Une action dronatique. Une question, est-ce qu'on a des échos d'ores et déjà, Igor Arnaud, du Conseil européen qui s'est ouvert ce matin? Justement, j'évoquais, pour l'instant, c'est en cours, ça dure jusqu'à demain, donc pour l'instant, j'ai rien vu passer, à vrai dire, de tangible. C'est en cours, hein. Et on Mm. peut penser qu'encore une fois, les décisions vont se prendre dans la dernière ligne droite. Donc, Mm. on y verra plus clair peut-être demain soir ou samedi matin. Oui. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a hier ou avant-hier, mais pas plus tard qu'avant-hier, M. Orban a obtenu le dégel de 10 milliards d'aides pour la Hongrie qui était bloquée par Bruxelles au titre voilà, de non-respect par la Hongrie de règlements européens sur tout un tas de choses. Ça a été débloqué
comme de par hasard, 2 jours avant l'ouverture de ce conseil. Donc, voilà, à suivre. Oui, ça me semble assez clair, effectivement, que c'était un geste vers la Hongrie. Merci à tous les deux. Comme toujours, on se retrouve jeudi prochain. Et comme d'habitude également, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Et n'oubliez pas de remplir, de garnir votre hot vidéo. Voilà, tenez bon.